Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui à nouveau Christian Macarian, grand spécialiste de politique étrangère. Bonjour Christian. Bonjour Bernard. Nous avons vécu une semaine, une période assez longue, avec une grande agitation sur le front diplomatique, à cause de la visite du président des États-Unis, du nouveau président Joe Biden, en Europe et des différentes réunions qu'il a eues avec l'Union européenne, l'OTAN, etc. Et en particulier, une réunion que tout le monde attendait, sans être sûr qu'elle aurait lieu d'ailleurs, Joe Biden avec Poutine, le chef de l'État russe. Aujourd'hui, donc avec un petit recul, peut-on penser que les choses vont s'arranger entre les États-Unis, l'Occident et la Russie après une longue période de gel où les choses allaient franchement de mal en pis et on était retombé dans une sorte de guerre froide? Je ne crois pas qu'on puisse parier sur une amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie. Mais on peut au moins dire une chose, c'est que la période d'irrationalité qui a caractérisé les relations américano-russes depuis 2 mandats, disons, ou 3 mandats, en remontant à 2008 et au tout début de Barack Obama, que cette période d'irrationalité qui, pour le coup, pardonnez-moi ce jeu de mots facile, a suivi des montagnes russes, eh bien, peut être maintenant rationalisée. Pourquoi des montagnes russes? Parce que Barack Obama a commencé très fort avec Joe Biden comme vice-président, ça n'est pas neutre à rappeler, a commencé très fort en relativisant la Russie et en se montrant assez dédaigneux. Au fond, pour Barack Obama, qui avait établi la théorie du pivot, c'est-à-dire les États-Unis ne doivent plus être centrés sur l'Europe ou le Moyen-Orient comme ils l'ont été pendant des décennies, mais ils doivent cibler la Chine et pivoter vers l'Asie. Cette théorie relativisait d'autant plus la Russie, puisque pour l'administration Obama, la Russie, ce n'est rien de plus qu'un PIB à peine supérieur à celui de l'Espagne pour plus de 140 millions d'habitants, c'est-à-dire un pays quasiment secondaire. Et ça a évidemment irrité beaucoup, à l'époque, Vladimir Poutine. La deuxième séquence, après le double mandat de Barack Obama, c'est évidemment Donald Trump qui, dans une conférence de presse, alors proprement hallucinante à Helsinki en 2018, donne tort à ses propres renseignements, à ses propres services de renseignement et relativise toutes les incursions et les violations dont la Russie s'est rendue coupable à l'intérieur du système américain, les fameuses cyberattaques et les piratages dont les hackers russes sont devenus les spécialistes. Alors, c'est ce que j'appelle l'irrationalité. Avec la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière à Genève, au moins, pour finir de répondre à votre question un peu longuement, Bernard, au moins on peut espérer qu'on n'ait plus ce up and down permanent et qu'on arrive à clairement identifier les points de désaccord, les points possibles de rapprochement, ce qui encore reste à prouver, et des actions concrètes. Je crois quand même que Biden a fait entendre clairement à Poutine que la première action concrète, c'est de cesser d'être aussi agressif pour la Russie en matière de cybercriminalité, de cyberattaque. Et agressif aussi sur de nombreux théâtres d'opération où se trouvent les Américains, les Occidentaux, que ce soit en Syrie, en Afrique et dans d'autres endroits. Et je reviens un tout petit peu en arrière, il y a quand même eu aussi l'invasion de la Crimée par les troupes de Poutine. En 2014, alors c'est une annexion, vous diront les Russes, oui. C'est pas une invasion, d'autant plus que entre la Russie et la Crimée, il y a tout le territoire de l'Ukraine, donc la Russie n'a pas procédé à une traversée militaire de l'Ukraine, même si elle a des menées très troubles dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, mais c'est une annexion en pure forme. En mars 2014, la Russie s'est attribuée la Crimée, elle a fait distribuer des passeports russes, et pour les États-Unis, c'est un point absolument inacceptable. On était là encore sous l'administration Obama, Joe Biden étant vice-président. Donc, quand même, ce qui est intéressant, c'est que Poutine a connu 5 présidents américains,
ce qui est quand même fait de lui un homme expérimenté en matière de dialogue avec les États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Joe Biden lui-même est dans la politique étrangère des États-Unis depuis plusieurs décennies, puisqu'avant d'être vice-président, il était à la Commission des Affaires étrangères du Sénat et il s'est rendu plusieurs fois en Russie. Il se vante d'avoir visité plus de 100 pays du monde. Donc ce qui change par rapport à Trump et par rapport à Obama, c'est qu'on a affaire à deux connaisseurs mutuellement et de façon réciproque du camp adverse. Et c'est de nature quand même, encore une fois, j'emploie le terme, à rationaliser leur rapport. Ça ne veut pas dire ni réchauffement ni rapprochement, mais rationalisation, ça veut dire que peut-être on évitera les points les plus dangereux, les débordements de la part de la Russie et la violence peut-être des sanctions américaines qui ont frappé la Russie, ce qu'a fait Joe Biden dès le mois d'avril dernier. Ce que la Russie attend, c'est qu'il y ait moins de sanctions contre elle, parce que c'est humiliant pour la Russie, et ce que les États-Unis attendent, c'est qu'il y ait moins d'agressivité de la part de la Russie, en particulier dans les systèmes, à l'intérieur des systèmes informatiques des grandes compagnies américaines ou des grands fournisseurs des administrations américaines. Ça, c'est quand même très important. Et Vladimir Poutine a reconnu aussi qu'il y avait une différence de personnalité entre Trump et Biden. Il l'a dit, il n'était pas obligé de le dire. C'était une sorte de soulagement peut-être pour lui. De soulagement et aussi de condescendance. C'est-à-dire qu'en s'auto-désignant grand connaisseur des relations américano-russes, Poutine a décerné, pour reprendre votre connotation, a décerné un label de recevabilité à Biden. Donc il y a quelque chose là-dedans qui tient, comme toujours en matière de diplomatie, dans le symbolique, qui tient au symbolique, et qui a un grand rôle. Si la Russie ne se sent plus humiliée, parce que ça c'est un sentiment très fort qui est développé par l'administration Poutine à l'intérieur de la Russie, on peut espérer quand même des avancées en matière diplomatique dans les 3 ans qui viennent. Et en particulier en ce qui concerne le désarmement, ça c'est très important. Où en est-on là à ce moment? Alors, en matière de désarmement, là aussi, on a quand même énormément baissé la garde et on a assisté à une régression. Depuis George W. Bush, au moins 3 traités essentiels ont été révisés par le retrait d'une ou de l'autre des puissances. Et ces 3 étapes qui s'échelonnent sur une vingtaine d'années font qu'aujourd'hui, en dehors d'un traité qui a été renouvelé in extremis au mois de janvier dernier par Biden et qui porte sur les armes nucléaires, en dehors de ce traité-là, on a perdu toute la table de négociation internationale en matière d'armement. C'est la raison pour laquelle le président français Emmanuel Macron a rappelé que pour lui c'était l'essentiel. Or, il y a eu, et là la position de la France est intéressante à observer parce qu'elle est marginalisée. Il y a eu une sorte de mésentente sourde derrière cette unanimité qu'a provoqué le changement de ton de Biden par rapport à Trump. Il y a eu tout de même un accent mis par les États-Unis sur la Chine désignée comme adversaire principal. Oui. Mais ça n'est pas l'intérêt de la France, qui, elle, pour reprendre votre question, préfère qu'on mette l'accent sur la réduction d'armement et sur la limitation des armes les plus nocives. C'est un travail qu'il faut encore accomplir. Et ça n'est pas non plus l'intérêt de l'Allemagne, qui, étant un énorme partenaire de la Chine, dans bien des domaines le premier, eh bien, ne voit pas la désignation de la Chine comme l'objectif existentiel de l'OTAN comme une évidence. Mais si la France et l'Allemagne pourraient être d'accord sur ce point, elles sont néanmoins en désaccord, et ça c'est très intéressant à noter également, sur le fait que l'Allemagne a réaffirmé de façon claire la semaine dernière, lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles, qu'elle était une puissance pro-américaine. Et la France ne voit pas exactement les choses comme ça. La France a souffert dans son orgueil diplomatique d'avoir eu à tenir le drapeau déchiqueté du multilatéralisme toute seule pendant les 4 années du mandat Trump. Et là, voir aujourd'hui Biden
se refaire le héros du multilatéralisme, ça ne plaît pas à l'administration, à la diplomatie française, qui se sent un peu flouée. Les accords de Paris sur le climat, beaucoup d'autres initiatives étaient françaises. Donc Biden s'est un peu empoché la mise. Donc ça ne plaît pas aux Français. Et deuxièmement, l'Allemagne a clairement dit qu'elle se soutenait l'OTAN, alors que nous savons tous très bien que Emmanuel Macron a qualifié l'OTAN d'un système, un état de mort cérébrale. C'est quand même une expression très forte. Ça n'a pas été du tout du goût d'Angela Merkel, et ça n'est pas la tonalité de l'Allemagne. Donc on a retrouvé finalement, avec ces débuts de l'ère Biden, une forme d'isolement de la France au sein du camp européen et la confirmation que l'Allemagne, surpuissance économique sur le continent européen, a pris une sorte de leadership à l'intérieur du camp européen. Et ça n'est pas vraiment noté par le grand public, ce sont des questions qui concernent surtout les spécialistes, mais ça n'est pas de nature à rassurer quant au rôle futur de la France et à sa manière de peser sur les relations internationales. Oui, mais ça intervient également au moment où Angela Merkel va quitter la scène politique, donc oui, peut-être que là aussi il y a une incertitude nouvelle qui est en train de naître. Oui, mais Angela Merkel laisse un bilan quand même assez clair en matière de relations internationales. Hein. C'est-à-dire que les différentes initiatives d'Emmanuel Macron ont divisé les Européens. Il n'y a pas d'unité autour de la position française. Alors que la modération d'Angela Merkel lui a permis d'attirer beaucoup plus de pays, membres de l'Union européenne, que la France ne l'a fait. Donc au total, l'Allemagne est dans une position médiane qui lui donne plus de force en matière diplomatique, alors que le mandat d'Angela Merkel s'achèvera en septembre. L'Allemagne paraît quand même assez forte d'un bilan diplomatique assez positif, si j'ose dire, surprisingly, de manière surprenante, parce que ça n'était pas du tout les commencements de Merkel qui, justement, laissaient apparaître l'Allemagne géant économique et nain diplomatique. Ça a été corrigé pendant ce triple ou quadruple mandat d'Angela Merkel. Alors la nouvelle séquence entre les États-Unis et la Russie, elle a commencé là. Graduellement, ça va peut-être se développer, s'arranger. Quels sont les secteurs les plus importants? C'est le secteur stratégique? C'est la réduction des armements? Oui, alors la première chose, ça va être pour les Russes de lever le pied en matière d'agression de cyberattaque. Ça, les États-Unis vont en faire une comptabilité très précise et très méthodique grâce à l'énorme appareil de renseignement américain. Ça va être le premier test. Je pense que la Russie va donner des gages dans ce domaine-là, parce que c'est pas difficile de retenir ces hackers en laisse plutôt que de leur retirer leur muselière, si j'ose dire. Donc il y aura moins de morsures. Le deuxième test, ça va être un dialogue sur, effectivement, le contrôle des armements et la reprise d'un dialogue et la possibilité j'espère, de trouver un traité un peu plus spectaculaire et une reprise de la réduction des arsenaux de part et d'autre, parce qu'on a assisté en fait à une augmentation à cause de l'émiettement des 20 dernières années en matière de réduction d'armement, l'émiettement de cet appareil diplomatique chargé de la réduction d'armement a produit de facto une augmentation des arsenaux russes et américains. Alors c'est complètement disproportionné puisque les États-Unis sont au-dessus de 750 milliards de dépenses en matière de défense nationale par an, c'est-à-dire plus de 40% de la dépense mondiale à eux seuls, alors que la Russie n'atteint même pas 70 milliards. Donc c'est plus de 10 fois moins que les États-Unis, si je peux dire. Donc il y a une disproportion. Mais la Russie en fait un usage agressif, notamment dans sa sphère d'influence, Géorgie, Ukraine, peut-être Biélorussie, même dans le Caucase, etc. Alors que les États-Unis, au fond, ont du mal à répondre à la question « Que faire de cette immense, inégalable puissance militaire ?» Comment en user? Par exemple,
les États-Unis ont décidé de se retirer de l'Afghanistan après 20 années de présence. Donc ce sera effectif normalement le 11 septembre prochain pour fêter la date symbolique du 11 septembre 2001. J'allais y venir, oui, à l'Afghanistan. Ben oui, la transition est toute trouvée. Vous êtes le roi de la transition, là. Mais je finis de répondre brièvement à votre question. Il y aura aussi d'autres domaines qui seront économiques. Et là, la Russie est en plus mauvaise posture qu'elle ne veut le faire croire. Sous l'effet des sanctions ? Sous l'effet des sanctions, qui sont effectivement opérationnelles et qui font beaucoup de tort à la Russie, sous l'effet de cette crise mondiale un peu bizarre et du désordre qui affecte les marchés, notamment du pétrole et du gaz naturel, la Russie n'a pas forcément le vent en poupe. Certes, elle achève Nord Stream 2 qui permet d'acheminer du gaz du nord russe vers l'Allemagne, énorme consommateur, mais enfin, il y a un pipe vers le sud qui va d'Azerbaïdjan en Bulgarie, qui concurrence aussi celui de la Russie. La Russie ne fait pas tellement ce qu'elle veut. Et puis, il y a un détail fondamental qui concerne la Turquie. La Russie s'est aperçue la semaine dernière que le président turc Erdogan avait fait un pas significatif, très notable, remarqué par tout le monde, pour revenir dans le camp américain. Et ça, alors que la Russie avait réussi à vendre des missiles S-400 à la Turquie, ça, c'est pas de nature à plaire à la Russie. Parce que le rêve de la Russie, c'était de décrocher la Turquie de la famille de l'OTAN. Or, Erdogan a montré clairement qu'il revenait dans la famille de l'OTAN. Il a donné des gages avec une rare hypocrisie, comme d'habitude, puisqu'il disait le contraire quelques jours à peine auparavant. Aujourd'hui, il parle, Erdogan, d'un nouveau climat avec les États-Unis. Et pour joindre le geste à la parole, il a proposé, ça va nous servir de transition, cher Bernard, il a proposé que les troupes turques sécurisent l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, sitôt que les Américains s'en seront retirés. En effet, c'était une surprise de ce sommet de l'OTAN. Alors à propos de l'Afghanistan, on est quand même dans une situation absolument incroyable. Après avoir dépensé des milliards et des milliards pendant des années, il y a eu de nombreux morts dans toutes les puissances occidentales qui sont intervenues là-bas. Les Russes aussi avaient eu leur lot de morts. Et là, on nous dit, bon, on est obligé de partir. Que peut-il se passer en Afghanistan d'autre qu'un chaos généralisé, des massacres, atteintes à la dignité des femmes, enfin un retour à l'état antérieur qui avait provoqué déjà l'intervention de l'Amérique. On tourne en rond là. Oui, on tourne en rond avec quand même la constatation que tout ce qu'on pensait juste sous l'ère Bush, quand cet investissement américain suivi par d'autres pays européens, oui, dont la France, dont l'Allemagne, oui, première sortie hors du territoire national des troupes allemandes, hein, l'Afghanistan, c'était notable à l'époque. Il y a eu aussi beaucoup d'autres petits pays hein, qui étaient présents, dont par exemple la Turquie, mais aussi des pays... La Pologne. Oui, absolument, la Pologne, etc. Le Danemark, les Pays-Bas. Bon. Il y a eu tout un effort de l'OTAN. On s'est rendu compte que ça ne produisait pas de résultats. Donc au fond, ce n'est pas tellement le fait qu'on va retourner à l'état antérieur qui est le plus marquant, c'est que avec des milliards de dollars et des troupes très nombreuses et une suprématie technologique énorme, on a abouti à une situation absolument catastrophique, strictement égale au... Pas tout à fait, mais au fait qu'on ne soit pas intervenu. Et il n'y a pas de prime à cette intervention. C'est pourquoi, d'ailleurs, on la démantèle. Oui, on a mis en place un État. Des écoles pour les femmes, il y a eu un semblant de normalisation, les hôpitaux... Il y a des institutions avec un président afghan, etc. Oui, mais est-ce que ça a empêché les talibans de progresser? Non. Est-ce que ça a combattu leur doctrine? Est-ce qu'on a transformé, atténué leur doctrine islamiste? Au contraire, elle s'est radicalisée davantage. Désormais, ils parlent d'émirats islamistes. Donc il y a un émirat islamique qui est en cours de préparation de la part des talibans. On ne les a pas réduits, on ne les a pas
atténués, on ne les a pas exténués, encore moins. Donc les talibans reviennent. Alors quel est le scénario le plus probable? Malheureusement, c'est une opposition entre des groupes pro-gouvernementaux et puis des talibans qui attaquent maintenant les grandes villes de province. Mais en gros, les talibans tiennent tout le pays, la campagne et les montagnes, mais moins les villes. Alors on peut arriver à un clivage de ce type-là, ce qui au moins préserverait certaines grandes villes. On aurait cet acquis-là, au terme de 20 années de présence occidentale. Éventuellement. Mais j'y vois aussi un autre danger, c'est, et ça on l'oublie toujours, on l'oublie toujours à propos de l'Afghanistan, on voit l'Afghanistan comme un système binaire, les forces gouvernementales chapeautées, parrainées par les Occidentaux, et puis les méchants talibans. Bon, on oublie quelque chose, c'est que c'est un pays interethnique. Il y a des ethnies là-dedans qui ne supportent pas les talibans et qui vont les combattre, sans être nécessairement pour autant du camp gouvernemental. Par exemple, les Hazaras sont pourchassés et ciblés par les Afghans. Il y a beaucoup d'autres ethnies dans ce pays, et cette mosaïque peut produire des fracturations différentes. Donc, honnêtement, d'un point de vue rationnel, on ne peut que comprendre le retrait occidental. Ça n'est plus notre cause. Il y a l'État islamique aussi. Il y a l'État islamique, et puis il y a des restes évidents d'Al-Qaïda dans différents endroits. Ce qui est tout de même frappant, et je ne suis pas sûr qu'il faille être catastrophiste à 100%, c'est qu'entre la mosaïque ethnique et le fait que les talibans ne disposent ni d'aviation, ni d'armes sophistiquées encore, ni d'armes lourdes, ils sont très forts sur la guérilla, ce qu'on appelait autrefois les techniques de guérilla, de guerre hybride, mais ils n'ont pas la maîtrise du ciel et ils n'ont pas d'armes lourdes. Et cela, si vous voulez, ça laisse encore la possibilité, je dis bien la possibilité, à une sorte de partage, voilà, de dialogue, de partage entre grands seigneurs de guerre, entre la mosaïque ethnique et les différences de qualité d'armement et de capacité offensive. On peut peut-être arriver à une sorte de partition du pays, mais bien entendu, c'est encore une fois la population civile qui en pâtira et qui en souffrira le plus. Les conditions, donc, à votre avis, pourront plus être réunies pour une intervention occidentale à nouveau en Afghanistan? Non, c'est la première fois qu'on pourra dire au sujet d'Afghanistan, ni les Russes, ni les Occidentaux ne peuvent intervenir dans ce guêpier gigantesque. Donc il y a une sorte de retrait des grandes puissances. Alors, est-ce que ça amènerait des puissances moyennes? J'observe quand même la grande prudence de la Chine qui n'a pas tellement envie de s'embourber dans le guêpier afghan. Quant à la Turquie, elle propose habilement de sécuriser l'aéroport, mais pas de s'investir davantage parce qu'il y aura des pertes à ce moment-là pour les Turcs. Donc, je pense qu'on va vers une sorte de relativisation, de possiblement, là encore, je ne fais prudemment qu'état d'une possibilité, mais pour être absolument optimiste, ça serait la meilleure, une sorte de cornérisation de l'Afghanistan au lieu de la centralité qu'il a représentée durant les 20 dernières années. Et même, si on ajoute la période soviétique, il faut parler de 40 années. Parce que si on remonte à l'offensive de l'Armée rouge, ça fait 40 ans que l'Afghanistan est le noyau d'une sorte de révolution mondiale autour de l'islam. Et là, il faut bien dire que ça n'est plus là que ça se passe. Il faut bien reconnaître qu'en matière de radicalisme islamique, ce grand malheur, cette plaie du monde, a éclaté. Vous avez du radicalisme islamique au Mali, vous en avez terriblement au Nigeria à travers Boko Haram, vous en avez bien sûr Soudan, Somalie, vous en avez au Moyen-Orient, ça va sans dire, avec l'éradication, mais quand même beaucoup de foyers encore très actifs autour de la Syrie et de l'Irak. Vous avez donc une dissémination, ce qui n'était pas le cas en 2001, lorsque justement George W. Bush a décidé d'entrer en Afghanistan.
Donc l'époque du grand jeu est bien révolue, n'est-ce pas? Oui, et c'est une mauvaise nouvelle, d'une certaine manière, parce qu'on ne peut plus contrôler un paysage aussi atomisé. Merci beaucoup, Christian Macarian, d'avoir accepté de parler de l'Afghanistan et du retour de Joe Biden sur la scène internationale. À bientôt. À bientôt.